À tous d'être venus si nombreux. Alors je vais parler d'un sujet qui est sensible pour les personnes qui sont confrontées au problème de la surcharge pondérale et de l'obésité. Comme Ludovine vous l'a dit, je ne suis pas ni diététicienne ni nutritionniste et les messages que je vais vous délivrer sont quand même des choses bien connues maintenant quand on est dans des campagnes de prévention de l'obésité. Mais bon, à force de répéter les choses, peut-être de les présenter sous un cadre différent, on voit peut-être des choses à changer dans ses habitudes alimentaires qui peuvent être une aide pour les personnes atteintes de handicap intellectuel. Alors, avant de parler de contraintes, de régime, de faire attention à ce qu'on mange, en fait, il faut d'abord dire que l'alimentation, en fait, est un bienfait, bien sûr, non seulement vital et pour la croissance, mais aussi se nourrir pour un être humain, c'est beaucoup plus que se nourrir. Un être humain et un animal ne mangent pas de la même façon. Et on a tout l'agrément du plaisir de se nourrir, du plaisir partagé. Et on sait bien le rôle des repas dans le renforcement des liens familiaux, dans le partage, dans les célébrations des fêtes ou des deuils même. Voilà, tout ce rôle de l'alimentation qui dépasse simplement la quantité ou la qualité des aliments. Et puis pour les enfants, on sait aussi que les repas sont un temps éducatif très important, puisque c'est pendant les repas qu'on apprend naturellement à contrôler ses impulsions, à attendre son tour, à partager avec les autres, à éduquer son goût en fait, puisque le goût comme le reste s'éduque. Et donc c'est pendant les repas et au milieu de la famille en fait que l'enfant apprend en fait petit à petit à gérer son alimentation. Alors juste un petit schéma qui rappelle en fait que pour être en bonne santé, il faut que les apports alimentaires soient proportionnés aux dépenses. Alors il y a des dépenses de fonctionnement de base, c'est-à-dire que pour vivre en fait, on a besoin d'un certain nombre de calories. Quand on grandit, on en a besoin d'un peu plus, et ce sera différent pour un enfant, pour un adolescent. Et puis le reste en fait va dépendre de notre activité physique, et donc notre alimentation doit être proportionnée à notre activité physique. Et c'est vrai que si on est travailleur en ESAT au jardin, dans un jardin où on fait du repassage, ce qui sont des activités fatigantes, on aura besoin peut-être de plus de calories que si on travaille assis à faire du conditionnement. Alors les repas idéalement, en fait, le rythme des repas doit être... Tout ça, vous connaissez bien, en fait, ce sont des rappels rapides, mais les repas doivent être bien équilibrés au cours de la journée, bien répartis, puisque voilà, le rythme des repas influence, à chaque fois qu'on mange, on sécrète de l'insuline, et on va, en réaction, en fait, réguler sa glycémie. Si les repas sont mal équilibrés dans le temps, ce rythme glycémie-insuline va être déséquilibré, ce qui va favoriser les prises de poids. Les repas aussi doivent durer un minimum de temps en fait, et on insiste aussi sur l'importance de la mastication, ce qui fait aussi penser beaucoup à l'importance de l'hygiène dentaire. Évidemment, si les dents sont en mauvais état, si il y a des gingivites qui sont douloureuses, si l'hygiène dentaire est défectueuse, ce qui favorise le déchaussement et l'édentation, la mastication, qui a un rôle mécanique de broyage des aliments et chimique avec la salive, prépare la digestion. Et la digestion risque d'être moins efficace, plus difficile, si la mastication n'a pas été correctement effectuée. Et c'est aussi tout le rôle en fait de la prise en charge précoce de la rééducation, de la mastication et de la déglutition, qui peut être faite par les orthophonistes et qui prépare en fait, qui intervient aussi dans la bonne prise alimentaire. Et si la mastication, la déglutition se font correctement, en fait, à un certain moment donné, l'estomac sera rempli, il y aura une sensation de satiété qui favorisera, alors c'est pas évident, c'est pas direct en fait, mais qui quand même favorisera l'arrêt de la prise alimentaire. Alors en ce qui concerne les activités physiques, puisque vous voyez le schéma de balance entre les repas, enfin l'alimentation et l'activité physique, on distingue plusieurs types d'activités. Les activités où on ne fait pas grand-chose, en fait, à l'école, pendant les repas, quand on est devant les ordinateurs, les jeux vidéo, bien que maintenant existent des jeux vidéo interactifs qui sont très intéressants, en fait, pour les enfants handicapés en particulier.
On a besoin d'à peu près 1 heure par jour d'activité physique modérée, idéalement, c'est-à-dire soit de la marche, soit de la trottinette, soit du vélo, soit du jardinage, soit du ménage. Alors idéalement, on devrait faire tous, en fait, 1 heure d'activité physique modérée chaque jour. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de mettre en place cette activité, surtout dans les grandes villes où on se déplace beaucoup en transport. Et puis, idéalement aussi, mais je pense que si on interrogeait, et moi la première en fait, si on interrogeait les gens, si on vous interrogeait, je ne sais pas combien d'entre nous font 3 fois 30 minutes de sport par semaine, ce qui est recommandé en fait pour la consommation des graisses. Et puis on sait tous les bienfaits qu'apporte le sport en fait, donc bien sûr sur le poids, sur le bien-être physique et psychique, sur l'estime de soi aussi, puisque les domaines sportifs en fait, surtout pour les personnes avec un handicap mental, sont des domaines où ils peuvent être meilleurs que les autres, donc ça participe à l'estime de soi. Et puis aussi bien sûr tous les sports collectifs qui apprennent à être en relation avec les autres. Alors, quelques définitions, quelques repères en fait, qui sont pour les médecins. On surveille la surcharge pondérale, on anticipe la surcharge pondérale en surveillant ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids sur la taille au carré, et qui est pour un adulte, qui doit être normal pour un adulte inférieur à 25. On parle de surcharge pondérale entre 25 et 30 et d'obésité lorsque cet indice de masse corporelle est supérieur à 30. Il peut y avoir des obésités plus ou moins sévères. En réalité aussi, un autre indice qui est peut-être plus facile encore à utiliser, c'est le tour de taille qu'on utilise normalement chez les enfants à partir de 6 ans. C'est peut-être pas aussi vrai chez les enfants trisomiques qui ont une hypotonie de la sangle abdominale et chez lesquels le tour de taille n'est peut-être pas aussi spécifique et sensible. Mais le but étant d'avoir que le tour de taille sur la taille soit inférieur à 0,5. Ce sont quelques courbes en fait, pour vous montrer que vous connaissez bien le suivi du poids, de la taille, du périmètre crânien en fait, et donc normalement la personne suit un couloir en fait. Ça c'est la moyenne. Il peut être plus ou moins grand, plus ou moins petit, et pareil pour le poids en fait, la moyenne avec des écarts types. Alors, ce qui est plus intéressant, ce sont les courbes d'indice de masse corporelle qui, vous voyez, suivent une cinétique un peu particulière avec ce qu'on appelle le rebond précoce qui est physiologique, c'est-à-dire autour d'1 an, il y a une prise de poids plus importante que la prise de taille, ce qui fait que l'indice de masse corporelle est plus élevé. Et il semble que toutes les études de prévention de la surcharge pondérale et de l'obésité montrent que si ce rebond précoce est trop élevé, s'il y a un pic à ce moment-là, c'est un indice qu'il faut faire attention dès maintenant, en fait, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, pour prévenir la surcharge pondérale. Alors, ce sont des courbes qui sont faites pour les enfants ordinaires. On est en train de les refaire pour les enfants trisomiques en particulier. Il est probable que ce rebond précoce est plus tardif, puisque l'âge de la marche intervient aussi, en fait, dans la prise de poids ou la stabilisation du poids. Et la marche étant retardée, le rebond précoce peut être aussi retardé. Là, c'était une autre courbe, en fait, pour montrer le tour de taille, qui peut être aussi normalisé, qui peut être suivi en fonction de l'âge. Alors, on constate, en fait, ça c'est pas un scoop, en fait, une épidémie d'obésité dans tous les pays occidentaux. En France, on estime qu'un enfant sur 6 est atteint d'obésité, c'est-à-dire vraiment au-delà de la surcharge pondérale. Et chez les adultes, 12%. Et 30% des personnes en France, en fait, sont en surpoids. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, les facteurs alimentaires, l'alimentation qui a changé en rythme et en quantité et en qualité, des facteurs de société, des facteurs familiaux, en fait. On prend moins souvent ses repas en commun, les repas sont plus rapides, etc. Et bien sûr, toutes les conséquences sont importantes de cette surcharge pondérale, les conséquences médicales, en particulier cardiovasculaires.
puisque le poids étant plus important, le cœur doit travailler plus en fait pour mobiliser un poids plus important. Et aussi en termes des vaisseaux, et en particulier chez les personnes trisomiques 21 qui ont souvent des varices, une surcharge pondérale aggrave les varices qui sont elles-mêmes douloureuses, qui vont gêner la marche et les déplacements, donc on est dans une spirale négative. Les conséquences aussi orthopédiques, et on en reparlera un peu plus tard. Et puis le docteur Frija et le docteur de Lersinger ont beaucoup parlé du rôle du poids sur la qualité du sommeil. C'est sûr qu'une surcharge pondérale favorise entre autres les apnées du sommeil, et donc là aussi on induit une spirale négative. Et puis il ne faut pas sous-estimer aussi les conséquences psychologiques pour la personne elle-même. Souvent les personnes handicapées mentales ne parlent pas d'elles-mêmes, et on peut, avec un regard un peu rapide, penser que la surcharge pondérale ou l'obésité lui est indifférente. Et c'est certainement une vue trop rapide, en fait. Et certainement la prise en charge précoce, le traitement et essayer de faire en sorte que la personne soit bien dans son corps, soit fière d'elle-même aussi dans son aspect physique, est une chose très importante. Et puis, bien sûr, c'est comme toutes les campagnes actuelles contre l'obésité le montrent, en fait. C'est un réel problème de santé publique. Il semble que les campagnes actuelles commencent à porter leurs fruits et que cette épidémie soit stoppée, mais on n'est pas encore dans la régression et il y a encore beaucoup à faire. Alors, on prend du poids quand la balance énergétique est déséquilibrée, c'est-à-dire que les apports sont supérieurs aux dépenses. Et quelquefois, quand on parle avec les parents, ils nous disent « mais non, mais ils ne mangent pas beaucoup, ils ne mangent pas plus que les autres, en fait. » Mais si, de la même façon qu'on fait un agenda de sommeil, si on fait un agenda d'alimentation, on s'aperçoit qu'une chose plus une chose plus une chose, un verre de coca, plus un pain au chocolat, plus un peu trop de fromage, tout ça, ça va déséquilibrer les apports. Et finalement, des apports qui seront trop importants par rapport aux dépenses de la personne. Donc voilà, une alimentation déséquilibrée en quantité et en qualité, on en a déjà parlé. Et en particulier, la mauvaise répartition des repas dans le temps, avec très souvent une absence de petit déjeuner, qui est souvent liée au fait que, en particulier pour les enfants handicapés ou les adultes handicapés, il y a une certaine lenteur, une certaine difficulté à se préparer le matin. Et du coup, on saute assez facilement le petit déjeuner, ce qui induit en fait des hypoglycémies et une tentation de grignotage ou de compensation ultérieure qui va favoriser la prise de poids. Il s'y associe en fait un manque d'activité physique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure également. Beaucoup d'enfants ou d'adultes handicapés utilisent beaucoup les transports en taxi, en transport en commun, ont peu d'occasions de marcher pour se rendre à l'IME ou à l'école. Donc il y a peu d'activités quotidiennes modérées qui permet en fait de maintenir, qui contribue à la maîtrise du poids. Et puis bien sûr, ce qu'on connaît dans la société actuelle, en fait, c'est la multiplication des écrans, de la télévision, des écrans d'ordinateur. Voilà, plus il y a d'écrans, plus on est devant, plus on a un temps d'inactivité, même si ce temps est intéressant à d'autres égards, mais ça favorise la sédentarité et donc la prise de poids. Là, alors, le handicap intellectuel, on s'aperçoit que dans les populations de personnes avec un handicap intellectuel, la surcharge pondérale est plus importante. Là, c'est illustré par les patients qui sont suivis à l'Institut Lejeune, qu'on avait vu en 2009. Et vous voyez que la grande majorité d'entre eux soit ont une surcharge pondérale, soit ont une obésité, alors plus importante chez les filles que chez les garçons. Et vous voyez en fait que la majorité, plus de la moitié ou la moitié en fait ont un excès de poids. Alors, souvent on dit que on a des idées toutes faites et on dit il a une trisomie 21, c'est pour ça qu'il grossit. En fait, il faut nuancer le propos. C'est vrai qu'il y a certains syndromes génétiques qui favorisent la prise de poids et le cas le plus flagrant, c'est le syndrome de Willy-Prader, où il y a un réel défaut de contrôle de la satiété et une hypersensibilité au stimulus alimentaire qui fait que le contrôle de l'alimentation est extrêmement difficile. Ceci dit, ce syndrome qui est diagnostiqué précocement maintenant peut bénéficier, les personnes qui en sont atteintes peuvent bénéficier d'une prise en charge précoce multidisciplinaire
qui permet réellement de changer le pronostic, et en particulier l'hyperphagie, c'est-à-dire les compulsions alimentaires et l'obésité conséquente. Alors, dans une moindre mesure, la trisomie 21 favorise chez certaines personnes la prise de poids avec une mauvaise régulation de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang qui est moins bien régulé que chez une personne ordinaire, et donc qui peut favoriser le stockage des graisses. Il peut y avoir aussi des facteurs endocriniens méconnus comme l'hypothyroïdie ou le diabète de type 2 en fait, qui favorisent bien sûr la prise de poids. Alors, mais en réalité, il ne faut pas se cacher derrière le syndrome. L'obésité secondaire est la plus fréquente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain génétique prédisposant, mais on constate une alimentation déséquilibrée, déstructurée, avec des grignotages, avec des sélections alimentaires qui sont difficiles à contrôler. Il y a aussi, bien sûr, le rôle des troubles du comportement qui rendent difficile l'éducation, soit des troubles du comportement alimentaire spécifiques, soit des troubles du comportement général, qui fait que les parents qui sont obligés de batailler sur beaucoup de fronts lâchent un petit peu les rênes en fait, sur l'alimentation, parce qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts, et voilà, l'alimentation doit rester un plaisir si possible, et non pas une bataille. Et puis, à l'inverse, l'autonomie que l'on favorise, bien entendu, puisque tout est mis en œuvre actuellement pour que les jeunes accèdent à la meilleure autonomie possible. Le revers de la médaille, c'est que l'accès à l'alimentation pour eux est plus facile. Et donc, si les règles nutritionnelles et diététiques n'ont pas été intégrées ou sont trop difficiles à intégrer, évidemment, le revers de la médaille de l'autonomie, c'est le mauvais contrôle du poids et le risque de surcharge pondérale. Et puis, bien sûr, la sédentarité, qui peut être plus importante chez les personnes avec un handicap mental, soit parce qu'ils sont peu initiateurs spontanément, soit aussi parce qu'on leur propose peu d'activité physique, parce que les clubs sportifs ne les accueillent pas forcément, ou parce que c'est compliqué de trouver un club sportif adapté ou qui corresponde au goût du jeune. Et puis, bien sûr, on ne saurait sous-estimer le rôle de l'entourage. On est tous pareils en fait, et on a tendance à compenser avec l'alimentation, et on a tendance aussi à compenser le handicap avec l'alimentation en se disant le pauvre, il doit déjà faire des efforts sur beaucoup de plans, on ne va pas le priver aussi pour ses goûts alimentaires, et ça c'est vrai pour la famille, mais c'est vrai aussi pour les éducateurs qui doivent en prendre conscience. 1 minute, oh là là, c'est terrible. Alors bon, je vais aller vite. Donc il faut prendre en compte aussi les problèmes médicaux qui favorisent la prise de poids en fait. Donc le manque d'activité physique est souvent favorisé, et on en a déjà parlé, par la fatigue qui est liée à des apnées du sommeil qui sont méconnues. Et ces apnées sont fréquentes dans la trisomie 21, le syndrome de Willy-Prader ou l'X-fragile ou d'autres syndromes. Aussi, le manque d'activité physique est favorisé par des douleurs ou des gênes orthopédiques qui sont très fréquentes, qui n'ont pas été anticipées et qui, évidemment, entraînent la personne dans un cercle vicieux de manque d'activité. Et puis, on a parlé aussi des troubles du sommeil et de la régulation de la glycémie. On sait maintenant qu'un sommeil fragmenté dérégule l'équilibre glycémique et donc favorise la prise de poids. Et puis bien sûr le rôle, mais là les personnes en ont vraiment besoin en fait, de certains psychotropes comme les neuroleptiques ou certains antiépileptiques qui peuvent favoriser la prise de poids, et là il faut trouver le bon équilibre. Alors je vais aller très vite en fait. Les messages, c'est que le meilleur traitement c'est la prévention et l'anticipation, puisque l'obésité n'est pas une fatalité. La première personne concernée, c'est la personne elle-même en fait. Donc, et cette personne avec un handicap mental est tout à fait capable d'intégrer des notions diététiques, d'intégrer des règles et de se prendre en charge elle-même. Évidemment, le rôle de l'entourage est très important, les médecins, les parents, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans des foyers. Dans les foyers, les éducateurs, les professeurs de sport, les diététiciennes.
Alors bon, je vais passer rapidement sur les signaux d'alerte pour les médecins. Sur les courbes, là c'est juste pour illustrer en fait que c'est difficile quelquefois que l'indice de masse corporelle illustre parfaitement en fait le contrôle du poids. Là, ce petit garçon, il arrive à contrôler son poids en fait, et là il y a un décrochage très net qu'à un certain moment on n'arrive plus du tout à contrôler. Et donc il faut essayer de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement alimentaire et du sport. Là, c'est pareil, en fait. Alors, la prévention, en fait, il ne s'agit pas de faire des régimes. Il ne faut pas que les mamans des jeunes enfants se mettent à faire des régimes d'emblée, mais faire une éducation nutritionnelle, c'est-à-dire de donner tout simplement des bonnes habitudes dès l'enfance, avec un équilibre nutritionnel, des horaires de repas, comme on a parlé des horaires de sommeil, il y a aussi des horaires de repas. Proscrire les grignotages, améliorer peut-être s'il faut la modalité des repas qui favorise le calme et des repas qui soient agréables. Et puis l'éducation du goût, en fait, le sucré en fait peut susciter une véritable addiction et il vaut mieux prévenir que guérir. Offrir aussi des occasions de bouger en fait, dans la vie quotidienne, les loisirs, le sport. Le but étant de réduire le temps d'inactivité à moins de 3 heures par jour. Alors peut-être que c'est un idéal difficile à atteindre dans certaines circonstances. Et puis ne pas aussi sous-estimer le rôle de la connaissance de soi, du schéma corporel. Et là, les psychomotriciennes ont un rôle important. Souvent, les personnes handicapées mentales ont une mauvaise conscience de leur schéma corporel et une éducation précoce pour la conscience du corps et de l'équilibre, etc., va favoriser aussi la prise de conscience du contrôle du poids. Et puis, bien sûr, tout ce qui a trait à l'estime de soi, mais ça, c'est encore un autre sujet. Là, c'est juste une photo pour vous montrer que l'implication, on peut obtenir il n'est pas impossible d'obtenir l'implication des personnes elles-mêmes. Ce schéma était fait par une jeune femme qui s'appelle Valérie, chez laquelle on avait trouvé une surcharge pondérale et qui a fait, probablement avec l'aide de ses parents, mais peut-être toute seule, un tableau Excel qui lui a permis en fait de suivre sa courbe de poids, en fait de visualiser sa courbe de poids et les progrès qu'elle fait. Alors c'est vrai que c'est magnifique en fait. Quand c'est la personne elle-même qui se prend en charge, voilà, c'est gagné en fait. Et l'expérience montre que c'est possible. Il ne faut pas partir battu d'avance et que les obstacles sont quelquefois dans nos préjugés plutôt que dans des faits objectifs. Alors la diététicienne Sophie Robin, notre diététicienne, a mis en place un carnet diététique qui permet de visualiser et qui est une aide visuelle pour prendre conscience de la valeur des aliments. Alors, est-ce qu'on peut changer quand la surcharge pondérale est déjà installée, en fait ce changement implique bien sûr tous les acteurs, en particulier les familles, les éducateurs, toutes les personnes qui sont autour de la personne handicapée mentale. La démarche de changement doit être cohérente, parce que c'est sûr que si on fait des efforts en famille, mais pas à l'IME, on perd tout le bénéfice, et surtout ça devient très compliqué pour la personne handicapée elle-même. Elle doit être positive, la surcharge pondérale ne doit pas être stigmatisée, mais il faut essayer de changer les mentalités pour montrer l'intérêt et surtout la possibilité de changer. Elle doit être très personnalisée, bien sûr. On ne fait pas des régimes il faut que les régimes ou les projets diététiques soient personnalisés. Elle doit être progressive et réaliste et bien sûr persévérante. Alors, changer, il faut commencer par faire un état des lieux pour l'alimentation et l'activité physique. Cet état des lieux doit être bien sûr personnalisé pour que les changements proposés soient acceptés par la personne. Et puis, le changement doit être accompagné et donc très progressif avec des objectifs réalistes. Et il faut toujours aussi avoir en tête que de toute façon, il va y avoir des résistances, soit de la personne elle-même, soit dans la famille, soit dans l'institution, et que cette tentative de changement risque d'entraîner des turbulences qu'il faut anticiper et accompagner. Et puis tenir compte aussi de la notion de dépendance à certains aliments qui entraîne un véritable syndrome de sevrage. Donc le changement doit être vraiment progressif. Alors quelques pistes en fait. C'est la dernière slide. Le dernier écran, il faut vraiment qu'on s'arrête. Bon, alors je vais juste
parler des ateliers en fait, diététiques qui ont été mis en place à l'Institut Lejeune. Alors, il y a beaucoup de manières d'attaquer le problème de la surcharge pondérale et de l'obésité. Nous, on a essayé, avec le professeur Ricourt, qui est ancien chef de service en gastro-entérologie à l'hôpital Necker, qui est très motivé pour la prévention de l'obésité, et d'essayer de sensibiliser les familles, les éducateurs, les institutions, donc par différents moyens, et dont ces ateliers, en fait, qui sont des groupes de parole de parents, pour essayer de changer les habitudes alimentaires, changer le manque d'activité physique. Et donc, dans tous les cas, il ne s'agit pas d'imposer des choses de façon brutale, mais de changer très progressivement et de façon positive. Et en particulier, au lieu de vouloir que la personne fasse beaucoup de sport, il faut diminuer progressivement le temps d'inactivité. L'importance du sommeil. Et puis essayer de trouver un sport qui soit aussi adapté à la personne. J'ai marqué le tricycle pour adultes, qui est quelque chose qui est souvent sous-utilisé. Et c'est dommage parce que beaucoup d'adultes seraient capables et auraient grand plaisir à faire du vélo, mais n'ont pas l'équilibre suffisant pour aller sur un vélo à deux roues. Et on peut essayer de leur proposer plus souvent le tricycle, qui est un bon sport. Alors, 3 messages, je dépasse mon temps. L'obésité n'est pas une fatalité. Mieux vaut prévenir que guérir, ça vous en êtes certainement convaincus. Et puis, voilà, le changement est possible. Je termine par cette citation de Corneille, qui change une fois, peut changer tous les jours. Merci, docteur. Alors, un certain nombre de questions concernent en fait un certain nombre de déséquilibres qui se sont installés sous des formes différentes, l'addiction au sucré, le passage de fringales aux périodes de refus alimentaire, etc. Mais je crois tout simplement que la présentation du docteur Mirchet a répondu en tout cas à ces questions-là. Un petit point cependant sur l'allaitement maternel. Quelle place dans la lutte ou dans la prévention de l'obésité ? Alors, je vais laisser la parole au pédiatre, docteur Ravel, s'il a quelque chose à dire sur l'allaitement maternel. Ouais, je pense que l'allaitement maternel a beaucoup de bénéfices, en fait. Et si l'enfant est capable en particulier nutritionnel, et si l'enfant peut téter, mais après... c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Quelquefois, le jeune enfant trisomique 21 est trop hypotonique et trop faible pour pouvoir téter. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter non plus à renoncer à l'allaitement maternel pour que l'enfant gagne du poids quand même. D'accord. Et puis, une petite question technique. Certains médecins conseilleraient de dissocier la prise de protéines et la prise de féculents, c'est-à-dire en répartissant l'un au déjeuner, l'autre au dîner. Comment réagissez-vous à ce conseil ? Alors moi, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne répondrai pas très précisément, mais je pense qu'il vaut mieux avoir des repas qui sont bien composés, bien équilibrés. Il vaut mieux avoir, je ne crois pas que la dissociation des aliments soit vraiment bénéfique sur la prise, sur le contrôle du poids. Je pense qu'il vaut mieux, en fait. L'idée, c'est d'avoir une alimentation saine, avec des repas bien répartis, peu abondants et bien pensés, en fait, bien variés. Et c'est la meilleure manière de contrôler le poids. Alors, une dernière question, une dernière inquiétude. Parfois, les problèmes de poids sont liés à une hypothyroïdie, mais je présume que dans ce cas-là, les conseils seront les mêmes. Oui, et puis surtout, l'hypothyroïdie se traite, en fait. Donc là, pour le coup, le médecin a un rôle à jouer en détectant l'hypothyroïdie, qui est plus fréquente dans certains syndromes, dont la trisomie 21. Merci, docteur.